Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Pour cette nouvelle saison de rencontres à l'auditorium, nous allons vous proposer tout le long du mois de septembre et d'octobre des rendez-vous réguliers avec des rescapés des camps nazis et de la Shoah. Et pour ouvrir ce cycle de rencontres avec les témoins, nous sommes très heureux et tout aussi honorés d'accueillir Dita Kraus, qui est juste à ma droite. Et je tenais à remercier chaleureusement Livia Barnes, qui a travaillé pendant 10 ans à l'auditorium du Mémorial et qui est à l'initiative de cette rencontre. Merci beaucoup, Livia. Alors, Dita Kraus, vous êtes née à Prague en 1929 et vous avez été déportée en décembre 1943 avec vos parents à Auschwitz-Birkenau après avoir été internée dans le camp ghetto de Theresienstadt, Térésine. À votre arrivée à Birkenau, vous avez 14 ans et vous êtes placée dans le bloc 31 qui était réservé aux enfants et qui était géré par Freddy Hirsch, qui est un personnage très important dont nous allons sans doute parler ce soir. Freddy Hirsch était alors un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, avant d'être déporté à Auschwitz-Birkenau, était prof de sport. Et avec les moyens dont il a disposé, eh bien, il a tenté d'améliorer le quotidien des enfants du bloc 31. Alors, Freddy Hirsch a confié la mission à Dita Kraus de garder et de prendre soin d'une poignée de livres qui passaient clandestinement de main en main, car vous vous en doutez, les livres étaient interdits à Auschwitz pour les déportés. Et ces livres ont été au cœur de rencontres entre des enfants et des déportés plus âgés. Alors, Dita Kraus, vous avez publié votre histoire dans un livre en anglais paru en 2020, titré A Delayed Life. On pourrait traduire par une vie différée, une vie retardée. Et ce titre, pour celles et ceux qui ont peut-être, j'ai dit différé, décalé, alors oui, aussi, différé, décalé, retardé, bon. Et au fait, ce titre reflète bien, pour peut-être celles et ceux qui ont déjà lu les mémoires de Dita, eh bien, une vie qui est évidemment à la fois bouleversée par l'expérience des camps et par la Shoah, mais qui illustre aussi peut-être le temps qu'il aura fallu à Dita Kraus pour rédiger son histoire. Je rappelle que le livre a été publié en 2020, donc 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce livre, qui est publié donc en 2020, a été traduit d'une manière un petit peu étrange par Michel Lafon sous le titre « Moi, Dita Kraus, la bibliothécaire d'Auschwitz », qui a été publié donc en 2022 et qui est à présent disponible en format poche. Alors à vos côtés, Dita Kraus, nous avons le grand plaisir d'accueillir Antonio Iturbe, qui est journaliste et écrivain espagnol et qui s'est inspiré de la vie de Dita Kraus pour écrire un roman en espagnol d'abord, donc dans sa langue originale, qui a été publié en 2012 et qui depuis a été traduit en une quinzaine de langues, avec un titre cette fois fidèle au titre original, car le titre c'est La bibliothécaire d'Auschwitz. Ça a d'abord été publié par Flammarion en 2022 et c'est également disponible en format poche. Et je dis bien inspiré car il s'agit d'un roman. Donc voilà, Antonio a construit sa propre histoire fictionnelle en se basant sur la vie de Dita. Alors pour créer un dialogue entre nos deux invités,
Nous avons le grand plaisir d'accueillir Eduardo Castillo, qui est un fidèle du mémorial, qui anime régulièrement des rencontres chez nous. Et voilà, je voudrais dire que Eduardo a publié en janvier dernier un livre très important avec l'historienne Michèle Perrault, Le temps des féminismes, qui est paru chez Grasset et que vous connaissez peut-être. Alors, avant de céder la parole à nos invités, bien entendu, à la fin de la discussion, vous pourriez vous procurer le livre et le faire signer par leurs auteurs, mais un petit mot concernant les langues qui vont être parlées ce soir. Alors, Dita Kraus va parler en anglais. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent avoir la traduction simultanée en français, il suffit de mettre le casque et de choisir le canal numéro 1. Voilà. Et Antonio Iturbe va parler en espagnol et sera traduit de manière cette fois consécutive par Pascal Fougère qui est à côté, donc de l'espagnol vers le français. Et je voudrais évidemment citer nos deux interprètes anglais-français, français-anglais, Christopher Jacques et Mylène Tessier. Voilà, je vous souhaite, et pour être tout à fait complète, c'est Rémi L'Espéron qui est en régie ce soir. Comme ça, vous connaissez toute l'équipe. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve d'ici 1 heure pour les questions du public. Merci. Et on va sortir tous polyglottes ce soir, c'est bien. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et surtout, merci beaucoup à Julie de cette présentation qui était parfaite. Et je tenais bien sûr à remercier nos invités. D'abord, Dita, merci beaucoup d'être ici avec nous. Et Julie a fait allusion à quelque chose, un mot que moi j'avais retenu. Et le monsieur, il a bien traduit, il a bien dit les mots. Vous parlez dans votre introduction d'une vie décalée. Ça veut dire quoi, avoir eu une vie décalée? J'ai l'impression que ce que je vivais n'était pas la vraie vie, que la vraie vie allait commencer plus tard, à un moment donné. C'est pourquoi j'ai appelé ce livre Une vie décalée, repoussée. Je me disais, ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui va suivre à l'avenir. C'est ce que je me disais à l'époque. Et ça a duré très longtemps, en fait. Elderly when I stopped thinking this is the life now. Et à un moment donné, j'ai cessé de penser comme ça et je me suis dit, la vie, c'est maintenant. Voilà, maintenant. Vous dites, la vie, c'est maintenant. Mais vous savez, votre livre me rappelle d'autres livres que j'ai lus, surtout un livre de Ruth Kluger, qui avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Refus de témoigner », où elle dit à peu près la même chose que vous, de manière différente, que vous saviez, une vie avant Auschwitz et une vie après. Parce que votre livre n'est pas simplement tout ce qui s'est passé dans les camps. Vous aimez beaucoup parler de ce qui s'est passé avant dans votre enfance et dans votre jeunesse. Pourquoi avoir voulu parler de cette période-là, qui était une période heureuse pour vous? I feel that my life is in two parts. Pour moi, j'ai l'impression que ma vie est en deux phases, l'avant et l'après. L'avant, c'est mon enfance, ma prime jeunesse, ma vie de tous les jours à l'école avec mes parents, mes grands-parents, mes amis. Cette routine quotidienne jusqu'au moment où tout a cessé d'être comme avant. Et il y a eu cette époque terrible entre l'avant et l'après. Et puis, de nouveau, une nouvelle vie a commencé sans mes parents, évidemment, sans mon chez-moi d'avant. Et aussi dans un nouveau pays, un autre pays. C'était vraiment comme deux vies différentes, deux parties de ma vie totalement déconnectées l'une de l'autre. J'étais évidemment trop jeune après la guerre et j'avais
Je n'avais pas pu me développer normalement, je n'avais pas eu d'éducation scolaire, on n'avait pas le droit ni les moyens d'aller à l'école. Dès lors que les nazis ont occupé la Tchécoslovaquie, pas simplement l'école que j'ai manqué, je n'ai pas pu grandir normalement les phases de développement normal d'un enfant vers l'adolescence, l'adulte, tout cela a été complètement perturbé. Rien n'a suivi son cours normal. Ensuite, je me suis mariée trop jeune, je suis devenue une mère de famille trop jeune. Et en fait, je ne suis vraiment devenue adulte que beaucoup plus tard que ce qu'on attendrait dans une vie normale. C'est un peu le paradoxe. Et d'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose, il y a des dates aussi qui m'ont frappé moi, parce que chaque personne va lire d'une manière différente. Le livre, il a la même date, à une année d'écart. Le 1er septembre 1939, c'est le début de la guerre. C'est la date de la rentrée scolaire. Et le 1er septembre 1940, elle ne peut plus aller à l'école parce qu'elle est juive, comme le cas des milliers de gens là-bas. Donc, c'est des choses qui marquent. Ils sont très parlants dans les livres et on a une vie qui bascule en très peu de temps. Changed completely, absolutely, in very little amount of time, actually. Oui, c'est vrai que ça s'est passé de façon très soudaine. C'est ce que je vous disais. C'était un bouleversement total. Tout d'abord, ma famille n'était pas religieuse. Je ne savais même pas qu'on était juif jusqu'à avant la 6e ou la 5e à l'école. Et déjà, Hitler occupait une partie des Sudètes, la partie germanophone de la Tchécoslovaquie. Les Allemands, la minorité allemande en Tchécoslovaquie devint très agressive et commençait déjà à pointer du doigt les Juifs. Et j'ai eu une note sur mon banc à l'école disant « Tu es une juive ». Et pour moi, c'était un mot que je ne connaissais pas. Je l'ai ramené à la maison, j'ai demandé à maman, mais qu'est-ce que ça veut dire un juif, c'est quoi? Et c'est à ce moment-là, j'avais 8 ans, c'est là que j'ai appris que nous étions juifs. En fait. Alors que pour moi, jusqu'alors, j'étais totalement en dehors de la religion. C'était un premier changement. Ça ne m'a pas affecté immédiatement. Pour moi, bon, d'accord, je suis juive. Ça ne jouait pas un rôle très important dans ma vie, en fait. Ce n'est que plus tard, lorsque toutes les restrictions ont commencé à tomber et lorsque tout le pays a été occupé, qu'on a été affecté immédiatement et envoyé on a été mis à la porte de chez nous. Il a fallu louer ailleurs un logement. Mon père a été renvoyé de son poste au travail. C'était un employé de l'État, c'était un fonctionnaire. Il a été renvoyé tout d'un seul coup. Et tout, soudain, est devenu comme étrange. Et personnellement, je n'ai pas ressenti ou expérimenté l'antisémitisme. On ne m'a pas traité de tous les noms parce que j'étais juive. Ça arrivait aux autres, mais pour une raison ou pour une autre, ça m'a été épargné, cette humiliation. Et puis, les restrictions sont tombées, comme je disais, il a fallu quitter notre deuxième logement. On a été mis toute une famille entière dans une seule pièce. Il a fallu remettre toutes nos positions. On n'avait pas grand-chose, mais les Allemands ont exigé qu'on leur remette tous les biens qu'on possédait.
Pas simplement les possessions. Ils voulaient humilier les Juifs. Ils prenaient même les choses qui n'avaient pas de valeur. Par exemple, les instruments de musique. Il fallait aussi donner les animaux domestiques, les chats, les chiens. On n'avait pas le droit. On n'avait plus le droit de garder d'animaux domestiques. Et on n'avait plus l'accès au transport public. Toutes ces choses s'ajoutaient. Et ont bouleversé nos vies. Et puis, les déportations ont commencé. Mais avant d'être déporté à Auschwitz, vous êtes passé par les camps qu'on appelle le camp Potemkin en français, et les Theresienstadt. Est-ce que, justement, là, j'ai appris que votre père, il avait été officier, il avait fait la Première Guerre mondiale. En général, on mettait les personnes qui avaient fait la Première Guerre mondiale, des gens qui appartenaient un peu à des postes importants en Allemagne, qui avaient rendu hommage qui avaient rendu service à l'Allemagne. On ne les a pas tout de suite envoyés à Auschwitz. Mais justement, là, on voit aussi que à Theresienstadt, vous aussi, vous réalisez un peu. Et vous travaillez sur les livres, sur la peinture, plein de choses aussi. Donc, il y a quelque chose dans l'art aussi qui, pour vous, a été important pour pouvoir lutter contre la barbarie dès le départ. In order to fight against the barbarians, that was very important to you. Alors, vous savez, on était privés de culture, on n'avait accès à aucun lieu de culture, d'art, même pas les cafés, les hôtels, ni quoi que ce soit, pas même les transports publics, comme je vous le disais. Il fallait porter cette étoile jaune de David sur nos vêtements. Sans quoi, on n'avait même pas le droit de sortir dans la rue parce qu'on était à la merci de contrôles qui auraient eu des conséquences, car les Juifs qui étaient attrapés sans leurs signes distinctifs sur leurs vêtements étaient embarqués directement et on ne les revoyait plus, on n'entendait plus parler. Donc on n'osait jamais prendre ce risque. Donc on était limité dans tous nos mouvements, sauf peut-être pour une chose, un lieu à Prague. Les jeunes et les enfants pouvaient se rendre sur un terrain de sport qui s'appelait Adibor, un club de sport juif, Adibor. Et là, on pouvait pratiquer des sports, des jeux. Nous étions répartis par groupe d'âge et on organisait des jeux, des compétitions. Il y avait un professeur qui était un professeur d'éducation physique, Freddy Hirsch, qui était un homme merveilleux, une personne, un pédagogue fantastique qui comprenait les enfants et qui organisait toutes ces activités sur les terrains de jeu. Nous pouvions nous y rendre à pied. Nous n'avions pas le droit de prendre le tram. Donc le matin, nous y rendions à pied et nous y passions la journée sur ce terrain de sport. Et puis, nous devions être de retour à la maison pour 8 heures le soir. Et au moins pendant les mois d'été, on pouvait bénéficier de ce lieu. Et je suis à ce jour reconnaissant à Frédéric de nous avoir donné cette possibilité. Mon père, après avoir été renvoyé de son emploi, fut employé par la communauté juive. Il a travaillé dans un des bureaux de la communauté juive. Donc notre déportation était un peu retardée. Mes grands-parents ont été envoyés à Terezín au ghetto en juillet de 1942.
Et notre tour est venu quelques mois plus tard, au mois de novembre en fait. On a pu prendre avec nous des bagages, 15 kilos de bagages. C'était l'équivalent d'un sac à dos et d'une valise, et le reste est resté derrière nous et est tombé entre les mains des Allemands, dont c'est devenu la propriété. Tout d'abord, on a été envoyé au ghetto Terezín, qui est une petite ville donc sur la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. C'était assez intéressant pour les Allemands car c'était une ville militaire qui avait été construite plusieurs centaines d'années avant, avec une grande muraille tout autour, une enceinte et 5 portails qui rendaient la ville complètement enceinte, enclose, et donc c'était un ghetto très pratiquement, et c'est devenu le ghetto juif Terezín, cette ville de Terezín. Donc justement pour faire le lien avec le livre d'Antonio, et on voit la vie très lourde qu'il y a eu et Rita, et il y a quelque chose aussi d'étonnant parce que vous, pour faire votre roman, vous avez dû beaucoup travailler, travailler son histoire. Et comment est-ce que vous savez procéder? Parce qu'elle dit aussi qu'il a des zones d'ombre, et les rôles de travail d'un romancier, c'est justement de remplir ces zones d'ombre avec son travail, son talent et son imagination. Comment est-ce que vous savez procéder, vous, pour faire votre roman? Places of unknown things in order to write your novel. Hola, buenas tardes. Dita inspiró una novela de ficción. La ficción no cuenta la verdad que cuenta la historia o que cuentan los testigos. La ficción solamente puede contar una verdad simbólica, pero que complementa la verdad de los datos del historiador, que a veces es una verdad fría y distante, que no nos habla del dolor y de las emociones, y de alguna manera lo que quiere ser es una metáfora de lo que sucedió. Oui, donc en fait, le roman, c'est quelque chose d'une certaine manière qui vient compléter l'histoire qui souvent rend les faits bruts, mais ne rend pas compte de la douleur, des émotions en fait. Donc c'est là que ça se fait. D'ailleurs, dans votre roman, justement, et vous créez beaucoup de dialogues aussi, et pour remplir justement ce vide. Est-ce que c'est un procédé aussi pour nous faire découvrir cet univers d'Edita? Je ne sais pas si l'histoire que vous vouliez raconter était celle qui s'est passée vraiment, ou simplement vous vouliez insister sur les côtés fictionnels. Los diálogos nos llevan a la realidad del presente. Nosotros vivimos la realidad a través de la conversación. Los libros de historia están llenos de datos, pero no tienen diálogos, porque el historiador es un científico y no puede conocer cómo fue el diálogo. El novelista se convierte de alguna manera en una especie de prestidigitador, una especie de mago que de alguna forma hace brotar lo que se perdió, que fueron esas voces. Es un recurso literario, sin duda. Eso es ficción, naturalmente. Pero yo quiero creer que en esa reconstrucción literaria que tú haces cuando estás delante del ordenador, hay como una voz que emerge de alguna parte que te inspira, ¿no? Como a mí me ha inspirado la vida de Edita, para intentar que esa ficción contenga una realidad o una verdad que va más allá de la frialdad que pueden ser los hechos y las fechas, ¿no? El historiador nos cuenta
los datos, nos da los datos, pero el novelista lo que nos da es las emociones que hubo en ese momento. Oui, je crois que le dialogue, de toute façon, c'est la manière de présenter la vie à travers la conversation. Évidemment, l'historien, il ne peut pas, c'est un scientifique, il ne peut pas savoir ce que les gens se sont dit lors des événements, d'une certaine manière. Et là, l'auteur, l'écrivain, celui qui raconte, celui qui fait de la fiction, il est un espèce de prestidigitateur, un espèce de mage qui va reconstituer d'une certaine manière ce qui s'est perdu. Évidemment, le dialogue, c'est un moyen littéraire, mais je veux croire que d'une certaine manière, cette fiction que j'ai faite a permis vraiment de reconstruire quelque part ce qui n'a pas été noté, relaté, et que cette fiction est capable de, à travers les dialogues justement, on arrive dans la fiction à faire vraiment ressurgir la vie dans toutes ses capacités. Tout à fait comme, voilà, et je veux croire que ça va inspirer les lecteurs, tout comme la vie de Vita m'a inspiré pour écrire le livre, et que donc ça va au-delà de ce que l'historien peut donner en rapportant des faits et des dates. Et le roman, la fiction, c'est l'émotion. Vous avez beaucoup enquêté. Est-ce que vous avez rencontré Dita avant de publier ce livre? Sí, efectivamente. Yo llego a esta historia a través de los libros. Yo no soy un experto en la Segunda Guerra Mundial, no soy un experto en nada, pero es así. Pero siempre me ha interesado mucho la historia de la lectura. Y leyendo un libro sobre bibliotecas a lo largo de la historia, un especialista argentino, Alberto Manguel, publicó un libro titulado La biblioteca de noche, donde explicaba que hablaba de muchas bibliotecas a lo largo de la historia y que también en Auschwitz se reunieron unos cuantos libros. Y bueno, esa fue un poco la chispa que me alentó a empezar a buscar información sobre cómo es posible que en el lugar más terrible del mundo hubiera gente que reuniese libros. Oui, c'est vrai que voilà, moi je suis pas un expert de l'histoire et de cette période de la Seconde Guerre mondiale, et ce que je sais, je l'ai appris à travers les livres. Je suis expert en rien en fait. Je suis arrivée à l'histoire de Dita à travers la lecture, et la lecture particulièrement d'un livre donc de cet auteur qui s'appelle Alberto Manguel, qui est argentin, mais qui vit maintenant au Canada, qui vit en France en plus, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Bibliothèque de nuit. Et dans ce livre-là, il raconte en fait l'histoire de différentes bibliothèques à différentes époques partout dans le monde. Et c'est là que j'ai appris l'existence de cette bibliothèque à Auschwitz. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible en fait que dans ce lieu qui était un des lieux les plus horribles du monde, il y ait pu y avoir une bibliothèque. Donc cette lecture-là a été en fait l'étincelle qui m'a amenée à faire des recherches. La pregunta era, ¿conociste ya a Dita cuando escribiste el libro? No, por eso yo no conocía a Dita en ese momento. Yo empiezo a buscar información, encuentro un poco de información sobre el bloque 31, donde estaban los libros. Viajo a Auschwitz, que realmente para mí es un viaje muy impactante. Yo tenía mucha información sobre Auschwitz, pero hasta que yo no viajo allí, yo no me doy cuenta de que Auschwitz en realidad es un cementerio. Y... No, está bien, puedes seguir si quieres. Y yo encuentro en Internet una referencia a una novela titulada The Painted Wall, que está ambientada en ese bloque 31 donde estaban esos libros que yo buscaba.
ese libro, The Painted Wall, no se podía encontrar en ninguna parte, tampoco en Amazon. No está todo en Amazon. Finalmente, después de buscar y al paso que yo llevaba ya tiempo buscando documentación, leyendo libros, encontré una webpage donde podías comprar ese libro, ¿no? Pero tenías que escribir un email para que te dieran un sitio donde hacer un ingreso muy modesto, apenas unos pocos euros. Y la persona que escribió ese correo electrónico firmaba como Dita. Y yo había leído en cierta documentación que había una muchacha en ese barracón de 14 años llamada Edita, y le pregunté si ella tenía algo que ver con esa chica de 14 años. Y me dijo, sí, soy yo, pero ahora tengo 79 años y vivo en Israel. Y ese fue el inicio de nuestra amistad. En fait, les choses sont passées comme ça. Je ne connaissais pas Dita, évidemment. Hein. J'ai cherché et trouvé des informations sur ce bloc 31 où était la bibliothèque d'Auschwitz. Et puis, je me suis rendue à Auschwitz, ce qui a été quelque chose d'extrêmement fort. Hein. C'est vrai que j'avais lu beaucoup de choses, j'avais rassemblé beaucoup d'informations sur Auschwitz, mais ce n'était rien en fait. Hein. Je ne connaissais rien jusqu'à ce que j'y sois allée, où je me suis rendu compte que Auschwitz était vraiment un cimetière. Et au cours de mes recherches, je suis tombée sur l'existence en fait d'un livre qui s'appelait The Painted Wall. Et il n'y avait aucun moyen, en fait, d'acheter ce livre, si ce n'est à travers une très, très simple page Internet, hein, où on devait, en fait, écrire et demander ce livre qui était accessible pour quelques euros. Et la page, en fait, qui expliquait ce qui devait être fait était signée Dita. Et donc, je me suis demandé, parce que si c'était bien la Dita sur laquelle j'avais lu des choses, c'est-à-dire cette jeune fille de 14 ans qui était dans ce bloc 31 où la bibliothèque était. Et puis, finalement, j'ai téléphoné au numéro pour acquérir le livre et j'ai demandé à la personne que j'avais au bout du fil si elle était Dita. Elle m'a répondu oui. Je lui ai demandé si c'était la Dita de la bibliothécaire et là elle m'a répondu oui en fait, mais aujourd'hui j'ai 79 ans et ça a été ça a été le début de notre amitié quelque part. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, c'est la question à mon avis un peu évidente aussi à Dita, peut expliquer ce qu'étaient justement les blocs 31. I also want to explain how I heard about the author, the Spanish author. Parler de cet auteur espagnol, Iturbe, qui était à la recherche de quelqu'un qui était au courant de l'existence de livres à Auschwitz. Donc j'ai reçu un appel de Kerizin, qui est le mémorial des victimes de Kerizin. Donc cette organisation est dans un kibbutz en Israël. Donc quelqu'un posait la question sur les livres à Auschwitz. Est-ce que vous pourriez désireuse de répondre à cette question, à ces questions? J'ai dit oui, bien sûr, et c'est comme ça qu'on est entré en contact via cette personne du mémorial de Kerizin en Israël. Monsieur Touré était très poli quand il s'est adressé à moi et il s'est excusé de m'importuner, etc. Mais il m'a demandé si je pouvais lui parler de ses livres que nous avions dans cette bibliothèque. Mais je lui ai dit que j'étais tout à fait désireuse de répondre à ces questions et nous avons entamé une correspondance. Et les réponses se sont allongées au fil du temps et nous avons échangé des emails. Et au bout d'un certain temps, je lui ai écrit « Cessez de m'envoyer des emails.
parce que je vais aller à Prague et je n'aurai pas d'ordinateur là-bas et je ne serai pas en mesure de répondre. Et M. Iturbe a dit, si vous allez à Prague, eh bien, j'irai à Prague pour vous y rencontrer. Et il est venu à Prague passer un week-end à Terezín. Nous sommes allés ensemble à Terezín, qui est devenue une ville normale à nouveau. Et je lui ai donc raconté la vie à Terezín, lui donnant des détails sur la vie à ce moment-là. Je lui ai montré le bâtiment où nous étions logés dans ce ghetto. Et le jour suivant, nous sommes allés à Prague. Et dans la soirée, avant qu'il ne reparte à l'aéroport, Monsieur Iturbe m'a dit, je pense que je vais écrire un livre sur tout cela. Je ne le croyais pas à l'époque, je pensais que c'était une forme de politesse de sa part pour me remercier, mais 2 ans plus tard, voilà, son livre était publié en espagnol. Alors bien sûr, je ne pouvais pas le lire en espagnol, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il racontait. Mais plus tard, lorsque le livre fut traduit, j'ai pu en recevoir un exemplaire et j'ai commencé à me plaindre. Mais non, mais c'est pas comme ça que ma maman me parlait. C'est pas ce détail n'est pas juste, ceci n'est pas correct, c'est pas tout à fait exact. Mais j'ai eu une réponse très importante. Monsieur Iturbe m'a dit, je n'ai pas écrit un documentaire, j'ai écrit un roman. Et dans un roman, on a toute licence d'inventer des personnages, de les remodeler, de mettre les paroles dans la bouche d'autres personnes ou de les modifier. Et donc j'ai cessé de me plaindre. Mais j'aimerais néanmoins vous dire que si vous lisez le livre, mon père ne m'a pas enseigné les mathématiques. Non, c'est faux. Tel que c'est dit dans le livre, c'est faux. Parce que mon père n'était pas mathématicien. Il s'intéressait à la Rome antique, à la Grèce antique, versé dans l'histoire, la géographie, mais pas les maths. Autre différence, c'est que ma mère, à Auschwitz, ne m'éduquait pas, me disait pas, il faut dire les choses comme ci ou comme ça. J'avais déjà 14 ans et demi. Elle ne se chargeait plus de mon éducation. Et d'ailleurs, en passant, ça ne l'aurait pas intéressé parce que ce qui nous intéressait à Auschwitz, c'était manger et pas la bonne éducation ou le bon comportement. C'était manger qui comptait pour nous. L'autre différence, il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres sans doute, mais dans l'ensemble, ça racontait la vie d'Auschwitz et c'est devenu un best-seller. Donc j'en suis reconnaissante. Yo les recomiendo que si quieren conocer la vida de Edita, lean su biografía. Moi, je vous recommande, si vous voulez connaître vraiment la vie d'Edita Kraus, il faut lire sa biographie. Et je tiens à dire que c'est tout à fait complémentaire, les deux. Vous pouvez les lire l'un après l'autre. Oubliez ma dernière question, ce n'est pas important, mais je voulais demander à Edita, est-ce que pour elle, justement, est-ce que c'est important que d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça, parce que chez vous, il y a quelque chose d'important dès le départ, c'est l'idée de transmettre la fiction et d'autres manières aussi, la BD, ou plein de choses. Et c'est important que des jeunes qui n'ont pas vécu ça, des créateurs, puissent transmettre cette expérience qui est presque intransmissible aussi, c'est difficile, parce que les mots, il faut les trouver. Est-ce que cette idée de transmission, pour vous, ça a été essentiel depuis le départ?
Les gens qui n'ont pas connu ce qu'on a connu ne croient pas. Quand on est rentré des camps et qu'on a commencé à raconter ces chambres à gaz et des choses comme ça, les gens ne nous croyaient simplement pas. Ils étaient tout à fait incapables de saisir ce qui se passait. Et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant. Qui peut comprendre qu'on puisse détruire, anéantir des personnes, des êtres humains dans des chambres à gaz? C'est trop incroyable pour l'entendement humain. Donc, on n'en parlait pas, on parlait de nous-mêmes, ces survivants. C'était comme une confrérie de soldats qui partageaient la même unité ou le même bataillon, qui étaient des frères de combat. Et nous étions donc des frères et des sœurs qui étaient rentrés des camps. Donc on parlait de nous entre nous et on a cessé de raconter ces histoires à l'extérieur parce que surtout lorsqu'on est arrivé en Israël, mon mari et mes enfants ont immigré en Israël 4 ans après la fin de la guerre. On est arrivé en Israël. Et les Israéliens nous méprisaient. Comment vous avez accepté d'être envoyés dans les camps de concentration sans même vous battre? Nous, on s'est battus, on ne s'est pas laissé faire. On ne se serait pas laissé envoyer dans les camps. Et il y avait une telle incompréhension. C'était incapable, c'était impossible de jeter un pont par-dessus tout cela. Donc on cessait d'en parler. Dans les années 60, ça a changé lorsque ils ont fini par attraper Eichmann et qu'il y a eu le procès. Il y a eu ce grand procès d'Eichmann qui a duré des semaines et des semaines. Et les survivants ont enfin pu porter le message, étaient appelés à la barre comme témoins et tout ça a été enregistré, radiodiffusé et les gens écoutaient la radio, regardaient la télévision et suivaient le procès au fil de semaines et tout d'un seul coup ils entendaient tous ces récits, ces témoignages, tous ces survivants. Ils ont commencé à croire à ce qui s'était passé à Auschwitz, l'Holocauste, l'anéantissement, la destruction de ces êtres humains dans des chambres à gaz. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'idée a commencé à prendre corps dans leur esprit, que la vérité a commencé à s'y matérialiser. Comme je vous le disais, ma vie a été influencée parce que nous avons traversé, c'est vrai. Et je pense que cela m'a demandé de nombreuses années. Cela m'a demander du temps avant que je puisse de nouveau retrouver le sentiment. Parce que dans les camps, pour survivre, c'est un processus naturel, c'est pas conscient. C'est quelque chose qui se passe naturellement. Pour rester sain d'esprit, on réfrène les émotions. Je parle de les geler même. On les met dans la glace, on les met au frigo, les émotions. Pas de sentiments. On met tout cela en sommeil. Et il m'a fallu de nombreuses années. Et j'étais déjà mère de famille, et même plus tard, avant que ces sentiments puissent se réveiller, que je puisse être capable d'émotions, tout type d'émotions.
et que je puisse développer un intérêt pour les autres, une compassion, etc. Je compare cela à d'autres procédés naturels, pas simplement pour les émotions d'ailleurs. Comment un corps se défend, un corps qui ne reçoit pas suffisamment de nourriture, ce corps a des mécanismes pour se débarrasser de ce qui n'est pas absolument vital. Et la graisse, ensuite les muscles. Bien sûr, les femmes cessent d'avoir leur menstruation. C'est la première chose aussi qu'on pouvait noter. Tout cela, après la libération, n'est revenu que très très lentement. La graisse, elle est revenue très rapidement. Ça, je dois dire, ça n'a pas tardé. Dès qu'on a pu mettre les dents sur la nourriture, on a mis les bouchées doubles. Et donc, bon, je suis un peu tombé dans l'excès pendant un certain temps. Mais c'est vrai que cette remise en selle, si je peux dire, ce rattrapage a demandé du temps en tout cas. Et d'ailleurs, justement, la question, lorsqu'on vient d'entendre Dita, lorsqu'on est romancier, c'est lorsqu'on parle d'Auschwitz, lorsqu'on parle de l'indicible en général, quelle est la plus grande difficulté pour les romanciers, pour les créateurs, de trouver les mots justes? Bueno, encontrar el mot just es el gran reto, ¿no? El gran reto de transformar esas ideas que están en tu cabeza, esas visiones, convertirlas en palabras físicas, ¿no? Ese es el reto, esa es la lucha, pero también es la esperanza, ¿no? Que te mueve a sentarte delante de una mesa y de un ordenador durante horas y horas y días y años, ¿no? Porque crees que al final tal vez un día conseguirás que esa especie de nube difusa, ¿no? que brota dentro tuyo, ¿no? Esa especie de volcán de sensaciones, un día lo podrás convertir en palabras, ¿no? No es fácil. Je crois qu'effectivement, c'est ça le grand défi, hein, c'est arriver à mettre en mots toutes les visions qu'on a en tête. C'est une véritable lutte et en même temps, c'est un espèce d'espoir. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui vous fait vous mettre à votre table, devant votre ordinateur, pendant des jours et des jours, des mois, des années quelquefois, hein, pour arriver, en tout cas c'est ce que vous espérez, à transformer en mots. C'est ce qui est né à l'intérieur de vous, ce qui a jailli quelque part d'une manière assez volcanique. Et justement, vous, Dita, vous disiez tout à l'heure que vous avez reproché, lorsque vous étiez retourné en Israël, de ne pas avoir lutté, de ne pas avoir résisté. Mais justement, ce que vous avez fait, vous, avec Freddy Hirsch et d'autres, ce n'était pas aussi une forme de résistance face à la barbarie, parce qu'il fallait d'une manière ou d'une autre aussi continuer à vivre et prêter des livres, avoir aussi dans la journée aussi de s'occuper des enfants, tout ça, c'était aussi une manière de résister. Feed your children, for example, and what you did was a way of resisting. It was a kind of resistance. Freddy Hirsch, en fait, c'était un personnage qui a eu beaucoup d'influence, pas simplement sur les terrains de jeu,
Et il faisait partie aussi du département de la jeunesse à Térésine. C'est lui, dans la communauté juive, et s'efforçait de trouver des meilleurs logements pour les jeunes, pour les enfants. Il a créé des foyers pour les garçons et des foyers pour les filles, où c'était sur une base volontaire, hein. On n'était pas obligé d'y aller, mais les filles pouvaient se retrouver dans un foyer de jeunes filles à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à peut-être 15 ans, je ne sais pas. Et on se retrouvait dans des groupes de même âge et avec des gens qui prenaient soin de nous. Dans ces foyers, nous devions travailler à partir de l'âge de 14 ans. On devait travailler. Mais Freddy Hirsch, c'est aussi arrangé pour qu'on puisse travailler à faire du jardinage, pas simplement pour le ghetto, mais aussi pour les SS. Mais ça nous permettait de vivre à l'extérieur, à l'air frais. Et pour les enfants, c'était vraiment important. Et Freddy, à Auschwitz, a aussi été envoyé à Auschwitz dans le convoi qui est arrivé en septembre à Auschwitz. Mon convoi, avec mes parents, on est arrivé 3 mois plus tard, en décembre de la même année. Donc, Freddy s'est vu donner la permission du commandant Lager de s'occuper des enfants pendant la journée dans un bâtiment spécial, dans un des baraquements, le bloc 31, le fameux bloc 31. Ceci pendant la journée, donc. Et il y avait de nouveau donc des groupes avec un professeur. Il faut s'imaginer que ce bâtiment, c'était des bâtiments sans fenêtres. Il y avait à peine des meurtrières qu'il y avait dans les murs juste sous le toit. Et il n'y avait pas le moindre meuble autre que des tabourets pour les enfants. Rien d'autre. Pas de crayon, pas de papier, pas de jouets, évidemment. Nous n'avions que les vêtements que nous portions et un bol de soupe et la cuillère pour l'ingurgiter, rien d'autre. Pas de serviette, pas de peigne, pas de brosse à dents ou de sous-vêtements de rechange, rien du tout. Donc, imaginez ces enfants, ce bloc 31 avec ses petits tabourets. Et il y avait 12 ou 14 livres dans ce bloc 31. Et Freddy Hirsch, s'est débrouillé pour occuper les enfants. Il était sioniste, il voulait lui émigrer en Palestine avant la guerre même. Et il avait choisi de travailler avec les enfants dès le début. Mais il a réussi aussi à convaincre le commandant Lager de les enfants de 14 à 16 ans travailler dans le bloc 31 plutôt qu'ils aillent transporter des pierres avec les adultes à l'extérieur. Donc j'ai fait partie de ces enfants puisque j'avais 15 ans à ce moment-là. Et pour nous tous, on était
quelques douzaines d'enfants de cet âge. Il a inventé des petits boulots pour chacun d'entre eux. Et pour moi, j'étais responsable des livres qui étaient disponibles dans ce bloc. C'était les seuls objets dont on disposait dans le bloc. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à part les tabourets. Et c'est ainsi que je suis devenu responsable des livres. Et je me suis retrouvé avec ces livres devant moi. Et je ne pouvais prêter les livres qu'aux adultes. Donc les adultes empruntaient les livres et les utilisaient. Certains n'étaient pas des romans. C'est des livres qu'on avait trouvés dans les bagages des uns ou des autres et ils avaient été passés de main en main jusqu'à atterrir au bloc 31, mais cela pouvait faire la matière de jeux parfois pour les enfants, ou alors les adultes pouvaient raconter des histoires de mémoire. Et ces adultes allaient raconter de mémoire les récits de ces livres. Et l'un de ces adultes, un de ces professeurs de fortune, comme on les appelait, s'avéra devenir mon mari plus tard. Voilà. Et certains, d'ailleurs, se sont retrouvés à devenir écrivains après être mon mari. J'aimerais aussi vous parler de la mort de Freddie, comment il est mort. Car il a été dit qu'il aurait commis un suicide, mais ce n'est pas vrai. En fait, le convoi était, comme je le disais, arrivé en septembre et nous étions donc dans le même camp. Hein. Ceux qui sont arrivés en décembre étaient dans le même camp que ceux de septembre. Mais ils ont transféré les prisonniers du convoi de septembre. Ils ont transféré au mois de mars suivant dans un camp voisin, donc 6 mois après leur arrivée. Et Freddie en faisait partie de ces prisonniers transférés. On nous a dit officiellement qu'ils allaient être transférés à un autre camp. Mais la rumeur courait, car certains en savaient plus que d'autres, que l'on préparait déjà des chambres à gaz et que ces personnes allaient être exterminées. Il y avait un groupe de jeunes hommes qui ont essayé de se révolter. Ils voulaient faire brûler, incendier le camp. Et pendant l'incendie, chercher à s'évader pour échapper aux gardes et donc fuir. Freddie c'était lui qui devait donner le signe de la rébellion. Et il avait peur de donner le signe de cette rébellion car il savait que si peut-être que les adultes pourraient s'échapper, mais les enfants, qu'en serait-il? Il n'y arriverait pas et pour lui c'était tellement important les enfants, il ne supportait pas l'idée que les enfants périraient à l'occasion de cette révolte. J'ai demandé aux hommes
à certains qui a été... oui, certains avaient été envoyés pour demander à Freddy de faire le signe de la révolte. Et il y a dit, je vais réfléchir pendant 1 heure. Et le docteur Mengele travaillait à l'hôpital. Et ces gens-là faisaient aussi partie des gens qui allaient être... mais Mengele a dit qu'il ne les laisserait pas se faire exterminer, mais qu'il les rappellerait à l'hôpital. C'était l'après-midi. Et ils ont eu peur que la rébellion commence et que tout le monde périrait dans le feu. Donc, Freddy a demandé des sédatifs à l'hôpital. Mais il y avait des cachets pour dormir. Et en fait, ils ont donné ça à Freddy, et Freddy était complètement endormi lorsque les gens sont arrivés pour lui dire que c'était le moment de siffler, de sonner la révolte. Et il était complètement endormi. Et c'était lui qui devait donner le signe. Et ils n'ont pas réussi à le réveiller. Il dormait profondément sous l'effet de ces cachets. Et la personne qui est venue l'appeler a fait courir le bruit que Freddy s'était empoisonné, s'était suicidé par le poison. Cette version a été reprise par les historiens par la suite. Mais la réalité est ressortie lorsque mon mari et moi-même avons été invités à un symposium en Tchécoslovaquie sous le régime communiste, un symposium sur le camp Birkenau à Auschwitz à la fin du régime communiste. Dans les années 80. Et il y avait les docteurs et les pharmaciens d'Auschwitz qui étaient présents à ce symposium. Et mon mari était à leur côté dans le couloir. Et avant que les débats publics ne commencent, leur a demandé, mais comment il est mort, Freddy? Parce que eux le savaient. Il nous dit, mais on lui a donné du luminal. Il dormait profondément. Et ils ont dû l'emporter sur une civière jusqu'à la chambre à gaz. Et c'était ces pharmaciens et ces docteurs qui avaient donné ces luminales à Freddy. Freddy ne s'est pas suicidé. Il n'aurait jamais fait ça. C'est un homme responsable. Il n'aurait pas renoncé. Et partout où j'ai l'occasion de le dire, je dis que c'était une erreur de dire qu'il s'est suicidé. Et une dernière question à vous, Antonio. Justement, Freddy, il y a des noms qui changent aussi dans les romans parce que c'est de la fiction. Donc, il y a les personnages d'Ita, il y a d'autres personnages. Donc, il fallait aussi des personnages réels et des personnages fictionnels. Comment est-ce que vous avez fait pour réunir les deux, les personnages qui ont réellement existé et d'autres personnages autour qui n'ont pas existé? Bueno, pues a través de esa realidad simbólica de la novela, en la novela yo, tengo la ventaja de que me cubre el hecho de que solo es ficción, yo solo soy un juglar. Entonces, esta historia de Freddy Hirsch se cuenta en la novela porque a mí en cierto momento Dita me la explicó, pero también me dijo que tuviese cuidado porque es una historia que, entonces, yo como solo soy un comediante, un novelista, un inventor, pude más o menos contar una historia parecida
en la novela protegido por el paraguas de la ficción. Pero Dita, que es mucho más valiente que yo, es capaz de contar esta historia públicamente y contar la verdad verdadera sin la protección del sello de novela o de ficción. Porque, bueno, esto que ha explicado Dita, pues realmente es muy importante porque es un homenaje a una persona que fue injustamente olvidada después de la guerra, como Freddy Irsk, que hizo una labor maravillosa, que pudo haber escapado de la guerra y no quiso porque él quería asumir su responsabilidad. Y bueno, me parece fantástico que Dita, sin ningún tipo de protección de la ficción, nos cuente la verdad verdadera. Oui, à travers la réalité symbolique du roman, hein, je suis protégée et puis je suis, de toute façon, j'appartiens au monde de la fiction, au monde du spectacle. Donc ça me protège. Donc dans le roman, oui, j'ai raconté en fait l'histoire de Freddy Hirsch, ou en tout cas un personnage qui a une histoire similaire, parce que Dita m'avait raconté la véritable histoire de Freddy, la véritable... comment il était réellement mort, mais elle m'avait dit bien évidemment, mais attention parce que c'est dangereux de raconter ce qui s'est vraiment passé. Hein. Donc, moi, en revanche, je trouve formidable que Dita Kraus ait le courage, en fait, sans ce parapluie, sans ce bouclier de la fiction, de raconter ce qui s'est vraiment passé. Je trouve aussi que c'est d'une part, c'est courageux et c'est aussi une manière de rendre hommage à un homme qui n'a pas fui ses responsabilités, qui aurait pu fuir, mais qui ne pouvait pas l'envisager en fait. Hein. Il aurait pu échapper au camp de concentration, mais il ne l'a pas fait. Donc je trouve ça vraiment fantastique que Dita veuille toujours raconter comment vraiment Freddy Hirsch est mort. Et une petite remarque simplement, tout à l'heure, Dita, il a raconté comment ça s'est passé, il est près des livres, tout ça, mais il n'a pas dit quelque chose de tout à fait important, à mon avis, c'est qu'il prenait beaucoup de risques. C'était vraiment, et c'était pas permis. Moi, je n'étais pas du tout consciente du danger, en fait. C'était un petit boulot comme les autres, on avait d'autres. Mes amis aidaient les professeurs où ils allaient servir la soupe au déjeuner. Où ils passaient la serpillière. Bon, c'était un sol de terre battue, mais bon. Moi, j'avais toute confiance en Freddy. Il m'avait confié cette tâche et donc je m'efforçais de faire ce travail et je le faisais en toute joie d'ailleurs. Et en fait, c'était la seule salle qui était chauffée. C'était un bâtiment tout en longueur. Il y avait 2 fours à chaque extrémité et une cheminée horizontale sur laquelle on pouvait s'asseoir. C'était de la hauteur d'un siège de briques. Donc les enfants bénéficiaient d'un peu de chauffage. Et donc moi j'avais le dos contre la cheminée et puis c'était chaud et c'était agréable. J'étais au chaud, assise sur mon tabouret. Donc je n'avais pas à me plaindre, c'était un bon boulot. Bon, bien sûr, je n'étais pas à l'extérieur, dans le froid, sous la pluie. J'avais la responsabilité de ces livres et j'étais bien au chaud. Et en fait, je n'y voyais rien d'héroïque.
C'est ce qu'on en a fait après. Mais non, c'est pas comme ça que je le vivais. Alors peut-être que les auteurs, les écrivains, les romanciers ont quelque chose d'héroïque. Porque ella decía que el personaje inspirado en la novela parecía una heroína y ella es una persona normal. Ella hizo en el campo lo que Freddie Hirsch le pidió que hiciera, como ha explicado. Si le hubiera pedido Freddie Hirsch que ella hubiera cogido una escoba y barrido, lo habría hecho, ¿no? Porque esa es la humildad de Dita. Pero yo quiero decirles que para mí sí que es una persona súper valiente. Imagínense, yo cuando tengo que coger un avión la noche antes casi no duermo. Tengo mucho vértigo. La verdad es que me impresiona volar en avión y pasar el control de seguridad, paso muchos nervios. Dita ha venido volando ella sola con 94 años desde Israel a París con la misma facilidad que yo voy a comprar el pan. Oui, c'est vrai que Dita, elle m'a vraiment disputé parce que elle trouvait que son personnage dans mon livre était vraiment présentée comme une héroïne. Elle n'était pas d'accord avec ça parce qu'elle disait qu'elle était pas d'accord avec ça parce qu'elle dit qu'elle est une personne tout à fait normale et que si Freddie Hirsch lui avait demandé juste de balayer, elle l'aurait fait, voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très humble, mais pour moi, c'est une personne vraiment courageuse. Moi, à chaque fois que je dois prendre l'avion, la veille, pratiquement, je dors pas parce que je souffre vraiment de vertige. Ça me rend malade. Je suis toujours très, très anxieux quand je passe les contrôles de sécurité dans un aéroport. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Dita Kraus a 94 ans et elle est venue toute seule en avion d'Israël pour cette rencontre. Donc, voilà. Et nous avons été vraiment heureux de la recevoir tous les deux. Et d'ailleurs, nous avons surmonté ce soir les salières de la technique aussi, c'est bien. Donc... Donc, monsieur, oui, on va passer un temps de questions du public. Merci infiniment pour votre témoignage. 2 questions. Au moment où vous avez été arrêté, ainsi que votre famille, quel était votre degré de connaissance de ce qu'on appelle la solution finale, Térésine et Auschwitz-Birkenau? Et deuxième question, pourquoi des enfants entre guillemets ont été épargnés et pas gazés, alors que la force de travail était moindre? En fait, la version officielle était que les Allemands voulaient cacher ce qui se passait pour les Juifs, en fait. Et ils ont invité une commission internationale de la Croix-Rouge suisse à visiter la ville de Térésine. Et pour ce faire, ils ont transformé ça sous les atours d'une jolie petite ville et ils ont envoyé des quantités de Juifs à l'extérieur pour que la ville ne soit pas surpeuplée. Ils ont redécoré la ville, et ils ont créé un orchestre et un parc pour les enfants, et toute une mise en scène, si vous voulez. Pendant des mois et des mois, ils ont préparé ça, comme si on était dans un épisode du Prisonnier. Et il se disait que peut-être les gens de cette commission... mais est-ce que c'est tous les Juifs que vous avez ici? Et il dirait, oh, il y en a d'autres qui sont au camp de travail à Auschwitz. Et on amènerait la commission à Auschwitz dans les camps de famille. C'est pourquoi ils ne nous ont pas coupé les cheveux quand on est arrivé. On avait encore nos cheveux. C'est pourquoi on n'avait pas ces uniformes à rayures, mais nous portions des vêtements civils. Et c'est pourquoi, après 6 mois de faim et de maladie,
ils ont exterminé le premier convoi et n'ont gardé que ceux qui étaient d'apparence un peu plus solides et saines, qui étaient là depuis moins longtemps pour faire vitrine face à la commission. Mais la commission n'a pas posé de questions. Ils étaient impressionnés, ils ont cru et tenu pour argent comptant tout ce qu'on leur présentait et ils se disaient que rien de méchant ne se passait à l'encontre des Juifs. Et donc après la visite de la commission, les Allemands, les nazis n'avaient plus besoin de nous pour faire vitrine. Et on était censé périr au mois de juin. Ils nous avaient donné 6 mois pour le premier convoi, 6 mois pour le deuxième, donc les délais n'étaient pas les mêmes, mais au mois de mai, 5 mois après notre arrivée, l'ordre a été donné que le docteur Mengele sélectionne ceux qui étaient encore aptes à aller au travail pour qu'ils travaillent en Allemagne. Donc ceux qui ont été choisis par Mengele, donc il y a eu cette sélection tristement célèbre. Il choisissait ceux qui avaient l'air d'être plus aptes au travail et ils étaient, ceux qui étaient jugés aptes étaient sauvés, ceux qui semblaient encore aptes au travail étaient préservés et sauvegardés et envoyés en Allemagne. Et mon père est décédé très peu de temps après l'arrivée à Auschwitz. Il n'a pas survécu très longtemps au début de février, mais il était mort. Mais ma mère et moi-même avons été choisis et une centaine d'autres, peut-être plus. Non, 1500 furent choisis dans notre camp et envoyés en Allemagne. 7000 sont restés dans le camp, femmes et enfants. Et ces personnes qui n'avaient pas été jugées aptes au travail, donc plus de 7000 d'entre eux, sont donc passés à la chambre à gaz au mois de juillet, après que nous ayons quitté les lieux. Et pardon, il faut dire aussi que sur votre âge, vous n'avez pas donné votre âge exact. C'est important. Je suis arrivé à Auschwitz quand j'avais 15 ans, 14 ans et demi. J'ai quitté Auschwitz à 15 ans, donc, quelques mois plus tard. Et j'étais à la libération, j'avais 16 ans. La première partie de la question. Moi, je n'avais aucune idée de cette solution finale. On ne nous a jamais dit quoi que ce soit sur leurs intentions. On nous donnait des versions différentes à chaque fois. On ne nous disait jamais de quoi il s'agissait. Et je dois vous dire que en fait, j'étais vraiment un peu jeune et innocente. Je ne voyais pas le tableau. Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Je manquais de maturité pour comprendre la situation dans son ensemble. Il y a d'autres questions? Et comme information, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un très beau film de Claude Lanzmann qui s'appelle Un vivant qui passe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça raconte cette histoire de Thérésine et la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'a vu que du feu, mais c'est un film qui aurait dû être intégré d'un choix, il n'a pas intégré un choix, donc il a fait un film différent, qui s'appelle Un vivant qui passe, de Claude Lanzmann. Je recommande de voir ce film. Oui, moi je voulais, merci bien sûr. Je voulais vous demander quels étaient ces livres-là dont vous aviez le contenu de ces livres.
C'était une collection de livres un peu du tout venant. On m'a dit que c'était des histoires courtes par un auteur tchèque, Karl Čapek. Et une autre personne me dit que Freud's Analysis of Dreams. Il y avait le livre sur l'analyse des rêves de Freud. Il y avait ce livre d'H.G. Wells, Une petite histoire du monde. Il y avait un atlas et je me souviens qu'il y avait un livre sans couverture dont je ne me souviens pas du nom en fait. Mais c'est à peu près tout. Les autres, je ne m'en souviens pas. Comment vous dire ça? En fait, moi, je vais estimer que ce que vous dites est la vérité. Quand vous parlez de l'éducateur, l'éducateur sportif, Frédéric. C'est ça, comment il s'appelle? Freddy Hirsch. Voilà. Moi, de par mon métier, j'ai envie de dire merci à ce bonhomme-là parce que moi aussi, je suis éducateur et je trouve que ce qu'il a fait, pour moi, c'est une forme d'héroïsme. Et le fait d'avoir pris la tâche qu'il vous a donnée et de l'avoir fait même sans estimer que c'était héroïque, ça l'est parce que c'est une forme d'humanité qui reste et c'est ça qu'il faudra transmettre. Enfin, en tout cas, moi, de ce séminaire, c'est ce que je vais transmettre à mon fils. Cette forme d'humanité que vous avez que vous avez persévéré dans vos actes. Merci. Donc, Julie, pardon. Ben, merci beaucoup, Dita. Merci beaucoup, Antonio. Merci beaucoup à vous tous. Et